Il est précisément 18h05. Avant de laisser la parole à Leslie Gonçalves et Fabrice Birolo, bien sûr, une introduction, hein, comme à notre habitude. Donc, rebonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le cadre de ce webinaire conçu et animé par Leslie Gonçalves et Fabrice Birolo, lequel a pour thème la démarche de réemploi dans le cadre de la commande publique à l'aune du bilan du collège Castelnau d'Estrefont. Alors, petite information, Leslie Goncalves et Fabrice Birolo se présenteront davantage, mais Leslie Goncalves est évidemment plasticienne, architecte. Elle a aussi été enseignante à l'ENSAT. Elle a aussi été promue en fait parmi les 100 qui font la ville par Innova Press en 2023 et est sollicitée soit par le Sénat, soit par l'ONU sur des thématiques spécifiques et évidemment majeures. Fabrice, de son côté, est donc collaborateur de Leslie et est ingénieur et se présentera davantage. Avant de leur laisser la parole, vous le savez très rapidement, un point faux à propos d'ILO, mais très rapide, et de nos modes de communication. Vous le savez, nous avons été créés à l'initiative de l'Ordre des architectes en 2012. Notre raison d'être est bien évidemment de vous proposer des formations de qualité, puisqu'elles sont toutes testées en amont par des membres du CROI des adhérents. Nous proposons des webconférences gratuites donnant lieu à attestation de formation complémentaire et nous pouvons aussi intervenir sur site de manière à co-construire à vos côtés des actions de formation. Concernant nos modes de communication, vous l'avez de fait repéré, votre caméra et votre micro sont coupés. En revanche, vous avez donc l'occasion de poser vos questions à Leslie et à Fabrice dans l'onglet QR que vous avez déjà utilisé. J'ai terminé de la présentation d'ILO. Leslie Gonçalves, Fabrice Birolo, la parole est à vous si vous êtes prêts. Parfait, merci Gaëlle, super introduction, merci beaucoup. Alors, on va essayer de vous donner un maximum d'informations, un maximum d'énergie. On voit personne, on est face à notre écran, donc c'est pas évident de se prêter à l'exercice. Aujourd'hui, on est là pour vous faire un bilan, un retour sur un projet qu'on a réalisé ensemble. Ça reste un témoignage avec, voilà, qui est une façon de faire et on verra si on a un peu le temps, on a encore 2 ou 3 autres projets en fait qui permet de voir d'autres horizons possibles. N'hésitez pas à poser des questions. Aujourd'hui, effectivement, je suis avec Fabrice parce que c'est lui qui a suivi plus précisément les démarches. Et donc, c'était intéressant si vous avez des questions assez précises ou croustillantes à poser, de profiter de sa présence. Alors, pour commencer, on voulait vous présenter un petit peu notre agence, ce qu'on faisait, plus particulièrement notre groupe, pour savoir dans quel contexte on se situe, qu'est-ce qu'on fait. Donc, on est un écosystème de 3 entités aujourd'hui, regroupées sous le nom de groupe Seuil. Nous existons, donc l'agence d'architecture depuis 2005, une agence d'architecture et d'urbanisme. On réalise plus particulièrement des projets, on va dire sobres, voilà, avec une approche, en tout cas un peu holistique et globale, comme beaucoup d'entre nous. Et l'année prochaine, voilà, 2025, on va donc fêter nos 20 ans. En 2019, on a souhaité réaliser une société en ingénierie qui est plutôt sous la forme d'un petit bureau d'études, mais qui vient traduire toutes les innovations de cette architecture, à savoir le fait de faire de l'assistance à maîtrise d'usage, travailler sur l'économie circulaire, faire de l'économie de la construction, du suivi de chantier, de l'OPC, et en fait traduire au travers de cette société et de ses compétences l'opportunité de développer des choses qu'on a imaginées, en tout cas pour ce pur à son service, mais aussi au service du groupe et de sa R&D. Et puis dernièrement, en 2021, on a imaginé que c'était très intéressant d'avoir une agence d'architecture,
d'avoir un petit bureau d'études intégré, ça permettait d'être mieux outillé, d'être plus agile et que, effectivement, l'opportunité d'avoir une société de promotion immobilière, ça nous permet, d'aller plus loin dans, la définition, finalement de notre possible, pouvoir réaliser, des projets immobiliers, plus en cohérence avec, nos aspirations que d'une volonté d'aller vers la transition, climatique, les attentes des habitants et tous les services associés. Donc, effectivement, donc, je suis avec Fabrice qui est architecte et ingénieur, double casquette et c'est vrai que c'est, un statut hyper intéressant et pas Fabrice, tu veux dire un petit quelque chose? Bonsoir à tous, ravi de participer à ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions pour rentrer dans le détail, mais voilà, je suis disponible, ravi. Je prends une petite minute pour éclairer sur notre raison d'être. Donc, on est entreprise à mission, le groupe, mais aussi les 3 entités de notre groupe. Et notre raison d'être est constituée de 3 dimensions. Le premier, c'est d'avoir une démarche éco-responsable, donc réaliser des projets bas carbone, en bois, des isolants biosourcés, de la paille, de la fibre de bois, bois de cellulose, du coton, du liège, enfin un certain nombre de produits renouvelables et durables. On travaille aussi avec des matériaux géosourcés, cru, la pierre, avec des énergies renouvelables et durables. Mais c'est vrai que ce qui manquait à Arc il y a quelques années, c'était le fait d'avoir plus d'opportunités d'aller vers des projets bas carbone et une démarche plus éco-responsable, on va dire, et le réemploi nous a une vraie solution sur un certain nombre d'autres équipements ou matériaux qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Le deuxième point, pour nous, ça a été notamment au travers de projets d'habitat collectif et après des méthodes qu'on a utilisées aujourd'hui et qu'on utilise dans quasi tous nos projets, des démarches participatives, à savoir faire des ateliers participatifs, prendre en compte les besoins des usagers. En gros, on est dans une démarche de limiter au maximum nos impacts et d'embarquer un maximum de monde avec nous, à nos côtés, en se questionnant toujours sur quels sont leurs besoins et quelles sont leurs attentes. Le dernier point là-dedans, c'était bien de limiter, nos impacts, mais pour nous, c'était aussi d'avoir une démarche qui est positive et ce qu'on a cherché et tenté de faire, c'est de favoriser au maximum le vivant, la biodiversité pour régénérer les milieux et aujourd'hui, tous, nos projets sont, systématiquement engagés avec, à nos côtés des paysagistes et des écologues avec, la volonté à chaque fois d'avoir une première étude d'impact avant notre intervention et ensuite, de voir, les incidences. Voilà un peu pour flanquer le cadre de notre démarche. Pour préciser un petit plus sur la partie bureau d'études économie circulaire de l'ingénierie, on va dire qu'on a 7 grandes thématiques qui sont dans nos expertises et dans les domaines d'accompagnement que l'on fait, pouvoir faire de la formation, notamment auprès d'Envirobat, de la sensibilisation, tout ce qui est diagnostic de ressources et diagnostic PEMD. Je pense qu'aujourd'hui, on est un public qui sait ce que c'est. Le fait aussi de réaliser du sourcing, de la prospection de gisements, le fait de faire, des plans, avec, des plans de recollement, toute la rédaction de CCTP et le pilotage de chantier, aussi la déconstruction sélective pour laquelle on fait notamment une mission dédiée et puis, avoir aussi à chaque fois cette idée d'avoir du retour d'expérience pour, évoluer et comme on le fait aujourd'hui, voilà, faire un bilan et se dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, comment on peut améliorer les choses. Ouna Ingénierie, on a, travaillé proposé énormément d'heures, on va dire de manière bénévole pour, participer activement à la structuration de la filière, de réemploi, à l'échelle Occitanie et un peu moins à niveau, national. Mais enfin, des heures dans lesquelles on a, tenté, de vraiment, de pousser au maximum, dans nos capacités, les choses. On est adhérent de Envirobat, on a participé à Roxy. On a aussi, notre société de promotion immobilière et a aussi et dans la démarche du Life West to Build, on a aussi un projet emblématique qui est le projet du Hall 9 qui est dans le cadre de Life West to Build. Alors là, en tant qu'architecte et maîtrise d'œuvre.
via une ingénierie, en passant par Cinéti. Et puis, on est aussi, dans l'association, un membre de Retolosa qui regroupe un certain nombre d'acteurs dans l'idée de mettre en place une plateforme de réemploi sur le territoire toulousain. Voilà, chose qui existe, aujourd'hui par l'Occitanie, qui existe plutôt à Montpellier, mais qui n'existe pas encore à Toulouse et qui, d'ici, quelques semaines, devrait, se mettre en place. Et voilà, au niveau national, on fait aussi partie du booster du réemploi. Donc, très rapidement, on voulait, repréciser ce qu'on entendait, dans notre définition, en tout cas, le réemploi, parce qu'on est assez généreux dans l'idée, de le définir. Et on a mis en place une pyramide de valorisation qui est, un peu classique, que vous connaissez, mais dans lequel on a peut-être ajouté, en tout cas une petite dominante un peu différente, quant à l'usage, ou pas, du réemploi. Dans la dynamique, qui est la nôtre, on est vraiment dans une idée, d'abord de préserver au maximum, les choses et d'aller dans une idée plutôt de prévention et de réhabiliter, les projets. Ça, c'est, notamment un projet, de notre société de promotion immobilière, la Magnanerie Pertusat, avec, cette volonté, véritablement d'aller, à chaque fois dans la réparation, tant qu'on peut. 1er état, de l'échelle, donc on est, bien sûr, au-delà, du déchet, évité. Et puis après dans l'identification alors de la loi, de qu'est-ce qu'un déchet et qu'est-ce qui ne l'est pas et quelles sont les incidences par rapport au fait de pouvoir ou pas réutiliser du réemploi, dans des projets et ce qui va être accepté ou pas derrière par, des bureaux de contrôle notamment. Donc, dans, la grille qu'on souhaite mettre en place, en tout cas, ce que nous on trouve tout à fait, louable, c'est, d'avoir, des produits qui seraient du même usage, mais aussi avec, du détournement d'usage. Donc, quand on dit, même usage, beh, c'est tout simplement, on a un radiateur en fonte, on peut effectivement le raccourcir, le designer, le peindre et cetera, le mettre en scène. Mais en tout cas, le radiateur et là, on est vraiment dans l'idée, de même usage. Et puis, donc une autre suggestion qui est, l'idée de pouvoir détourner d'usage, comme par exemple ces porte-palières, qui ont, voilà, qui étaient un non-déchet, en tout cas dans l'immeuble de chez Bellastock et qui peuvent ensuite être réutilisés, pour une vêture en massif là, d'un contrebardage en façade. Après, je crois que tu voulais, préciser un petit élément là-dessus. Ouais, pour revenir sur la notion de réemploi et réutilisation, donc c'est pour faire la frontière avec ce qu'on va vous présenter juste derrière. Il faut savoir qu'en anglais, ça s'appelle reuse et ils ont un seul terme pour voilà pour parler de ces deux choses. Donc c'est vraiment un cas spécifique à la France au moins. Cette frontière-là, nous, on parle de réemploi avec détournement d'usage, mais c'est vrai qu'il y a aussi une grande partie des acteurs du BTP qui peuvent appeler ça de la réutilisation, mais c'est une frange, on va juridiquement un peu floue. Donc, les deux sont incorrects, les deux sont corrects, mais c'est de la sémantique. On reste sur une action où on veut valoriser la matière existante. Donc en fait, au sens des opérations, aujourd'hui, dès le où on va avoir un élément, qui passe le critère de déchet, on va pas pouvoir le réutiliser, sur un chantier. Donc c'est ça qui est quand même assez, déterminant et au sens de la définition de l'ADEME, c'est dès lors que un produit ou un équipement va être, amené dans une déchetterie, ça va passer en forme de déchet. Alors ce qui se passe, c'est que sur nos territoires, en Occitanie, du moins, au niveau des déchetteries de Décossette, aujourd'hui, il y a, la possibilité d'avoir, des containers qui permettent de mettre en place des matériaux ou des objets qui vont pouvoir être, revalorisés derrière sur une recyclerie. Par exemple aussi, un recyclobate sur notre territoire et dès lors qu'on va réaliser un élément qui serait de ce recyclobate, normalement, ça serait plus compliqué pour le valoriser. Donc il y a quand même cette frontière qui est pas, négligeable
Et ce qu'il faudrait imaginer, c'est que quand on va réutiliser un matériau qui va être déconstruit sur un site, idéalement, ça serait pouvoir le valoriser ou en tout cas déjà l'aiguer sur un stock sans qu'il passe sous la forme de déchets. Là où la définition que Fabrice disait, donc là, c'était l'idée de réalisation, par exemple, de palettes vers justement ces fameux tabourets, donc du collectif tournesol. Là, effectivement, on est sur une idée de mobilier, donc il n'y a pas de questionnement vis-à-vis des parties assurantielles ou de problématiques qui pourraient se retrouver sur un élément structurel, par exemple. Et après, bon, le recyclage, effectivement, c'est un élément qui est quand même très intéressant, notamment quand on va avoir des éléments qu'on va devoir déconstruire, qui sont des éléments numériques, qu'on va pouvoir en fait venir compacter pour pouvoir soit du gravat, soit faire un fond de forme, enfin des éléments qu'on va même pouvoir réutiliser sur son propre chantier. Et ensuite, jusqu'à aller vers la valorisation énergétique du déchet. Donc là, dans ce cas-là, nous, on a effectivement le réseau de chaleur urbain, qui est intéressant parce qu'on a un certain nombre d'opérations qui bénéficient de ce réseau. Bon voilà, on arrête sur la pyramide de valorisation. Tout ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'en tout cas, dans le réemploi, on va tenir compte à la fois qui a été de ce qui est du stock dormant, de ce qui est du stock déclaré, de ce qui est du démonté in situ ou ex situ, et c'est des éléments sur lesquels on reviendra. Donc, on voulait vous présenter aussi rapidement le projet de Castelnau d'Estrettefond. Donc, c'est un, un- un projet de bâtiment neuf. Là, donc un collège qui est plutôt en zone, on va dire, périurbaine, donc au Toulouse, qui vient en continuité d'un ensemble bâti peu structurant avec notamment un gymnase, une école. Et qui est, on le voit là, enfin, proche, et en tout cas, en perspective et en belvédère d'une zone artisanale. Et avec aussi cette pratique de venir construire du neuf voilà, sur des champs oui, du territoire et comment s'intégrer au mieux avec aussi notre notion nos trois dimensions, éco-concevoir, embarquer les utilisateurs et gérer les milieux. Donc pour réaliser ce projet, donc ce Architecture était mandataire, on était avec le bureau d'études Terrel, Technisphère, IDTech, on avait donc l'écologue Ecotone, travaillait sur un acousticien, cuisiniste, on a ingénierie qui a d'abord démarré le projet en tant qu'OPC, et puis bien sûr, ensuite, bureau de contrôle, CRS. On a aussi, on a dans une démarche bâtiment durable d'Occitanie. Donc on a été, aujourd'hui, on est labellisé BD-Or niveau argent, pardon, BDO niveau or en phase de conception et en phase de réalisation. Et donc dans les 2 ans qui arrivent, puisque c'est un projet qui a été livré en septembre, on aura aussi l'opportunité de voir à terme le retour des 2 ans et voir ce qui a bien marché ou pas. Donc le projet, très rapidement, s'inscrit dans une bande qui est relativement large, en franc, effectivement ici, du gymnase, des parkings ici, de la voirie, plutôt de la maison, à l'arrière et la constitution d'un giratoire qui était, déjà de fait dans le projet que nous avons, dévoyé. J'y reviendrai rapidement. Le projet, nous l'avons organisé en U, avec une cour végétalier, une obligation programmatique, à savoir avoir un parking véhicule léger d'un côté et le parking de bus qu'on ne peut pas mutualiser puisque c'est vraiment demandé au niveau du programme initial. Et l'idée de rassembler l'ensemble des enfants par le nord avec une traversée ici en couvert pour entrer dans la cour. Quelques maisons de fonction se fait souvent dans les collèges, qui sont plutôt ici un peu protégés de la vue et intégrés un peu sous forme un peu comme ça de section ouverte avec, pour éviter les désagréments.
Ce qui fait vraiment la particularité de ce collège, c'est d'avoir, préservé en fait, cette zone ici, cette micro-forêt qui n'était pas du tout vue, initialement au niveau du concours puisque le parking de bus devait, tout simplement être ici le long du bâtiment. Mais effectivement, le jour où on a marché le lieu et on s'est rendu compte qu'il y avait une forêt naissante, on a préféré prendre le risque de perdre le concours en disant: «Mais tant pis, on dévoiera le parc bus» et on a sanctuarisé cet espace ici et on a appelé ça le collège dans les bois. Et effectivement, on a eu raison parce que sur les 2 ans entre les études et la création, on a eu véritablement un espace boisé. Donc ça, c'est de synthèse, initiale avec un projet qui était, dont les ambitions étaient E4, C1, donc avec des grosses ambitions plutôt sur la partie énergie, assez peu d'ambition sur la partie, carbone, avec un budget qui était relativement serré, donc une construction, bois, assez partielle, plutôt, on va dire confortée sur, ici le CDI, sur la partie restauration et la charpente, sur le préau, certains éléments de façade en fob, en voilà et après, voilà, un certain nombre de sujets, qu'on a, travaillés, notamment sur, la mixité des usages, l'importance aussi, de vis-à-vis des enfants et entre garçons et filles, de créer en fait l'opportunité, hem, heu, de ne pas avoir, par exemple le jeu de ballon au milieu de la cour, d'avoir l'opportunité au niveau de la cantine d'avoir des places assises ou des places en groupe. En tout cas, de travailler énormément sur, la qualité, pour tous, et l'acceptation pour tous, de ce collège. Donc là, on va voir quelques images, images de la cour avec, les jeux, la cour haute qui est plutôt minérale avec une cour basse qui est, très végétalisée. On voit ici les façades en, mur ossature bois et la coursive en contrebas. Un ensemble d'espaces intérieurs traités, donc plutôt à chaque fois avec, heu, une menuiserie en bois, bois alu, un travail, assez doux, harmonieux on va dire, très japonisant avec des couleurs, légères et une volonté à chaque fois de grandes vues, sur, la végétation. Une entrée ici et là qui, à l'époque n'était pas encore végétalisée, mais en tout cas un parvis couvert, végétalisé qui invite à rentrer et à retrouver une échelle assez douce par rapport à un équipement qui fait peur, avec un collège qui devient très massif par rapport à un groupe scolaire. Des ambiances plutôt, bois, sur effectivement le CDI et puis, voilà, un grand escalier un peu monumental. En termes d'énergie renouvelable, on a du photovoltaïque, on a aussi, de la géothermie comme il se fait notamment souvent, dans les bâtiments d'enseignement. Et puis, tout un travail assez important sur, les espaces extérieurs. Là, on est effectivement dans la zone sanctuarisée avec la création de haies de benjes, qui sont ces petites haies sèches qui permettent des hôtels insectes, a priori, d'après nos écologues, sont formidables, qui ont été faits avec des ateliers participatifs avec les enfants. Et puis un certain nombre de mobiliers aussi, pour vraiment rendre très récréatif et agréable, le collège pour les enfants. Voilà l'ensemble aussi des ateliers participatifs qu'on a pu faire avec les élèves, à la fois les Benjes en haut à droite, et puis un certain nombre d'ateliers, parce que effectivement pour nous, c'est compliqué de livrer un bâtiment sans avoir eu ces échanges. Donc c'est des choses qu'on demande tout le temps auprès de nos maîtres d'ouvrage, où on a pu travailler avec eux, l'acceptation des choix, des couleurs. On a énormément travaillé calpinage, des faïences, etc. On va le revoir pourquoi. Les parcours, en fait, re-questionner ce qu'on fait pour eux, les usages de la cour et cetera, pouvoir ne pas se planter et être à chaque fois, bien ciblé. On arrive à nos moutons, donc on va aborder un peu les questions de réemploi. Comment est-ce que ce réemploi est arrivé au niveau, du collège Castelnau d'Estrettefond? Donc une première anecdote, c'est que, donc Céline, Marchi, qui est projet, de cette opération, qui a suivi avec, d'autres, membres, collaborateurs de l'agence, le projet, me demande si je viens ou pas, à la présentation de l'avant-projet définitif, juste avant le dépôt de permis et donc elle m'explique un peu les conditions de présentation et on se rend compte qu'il va y avoir une quarantaine de personnes, qui vont être présentes, avec,
services confondus, conseil départemental. Et pour nous, c'est l'opportunité de faire un atelier de sensibilisation auprès des services pour voir en fait si le réemploi pourrait éventuellement euh, mis en place sur ce projet. Pourquoi pas? Parce que c'est des choses qu'on a commencé à évoquer avec notamment dans cette démarche bâtiment durable Occitanie. Et on a à ce moment-là une très grande écoute au niveau du conseil départemental, un maître d'ouvrage qui est très volontaire et qui accepte en tout cas qu'on prenne la matinée avec 2 heures de présentation liées à la vente définitive et 2 heures, 2 heures, oui, pris pour la sensibilisation avec une 25 minutes de présentation, de qu'est-ce que le réemploi, montrer un peu, sensibiliser sur, ce qui se fait, quels sont les bénéfices. Et puis en seconde partie, plutôt sous forme d'atelier, comme on peut le voir sur l'image à droite, où en fait on a proposé, sous forme de 4 planches, en tout cas les interroger à savoir si c'était complètement déconnant ou pas, d'imaginer du réemploi par exemple, sur du mobilier extérieur, sur du mobilier intérieur, sur, des équipements sanitaires ou des équipements électriques, ou encore des ensembles particuliers du bâtiment, à savoir sol souple, sol dur, sanitaire, etc. Il se trouve qu'à l'issue de cet atelier, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de pastilles vertes d'acceptation que de pastilles rouges, et que finalement, tout le monde semble très mûr pour aller vers cette démarche. Et le maître d'ouvrage se lance dans l'idée de vouloir mettre du réemploi dans ce projet, et on est déjà en phase pro un petit peu avancée quand on a une validation un peu ferme et définitive, le temps que ça se mette en place. Mais en tout cas, ça nous a permis de lancer une démarche et on a pu retravailler sur un peu la conception, même si ça a été un peu tardif. Donc ça, c'est un peu la frise temps du projet, pour que vous ayez un peu une idée de se dire, finalement, emploi, on arrive quand même, même sans l'avoir dès l'amont, à l'intégrer. Donc, on a gagné le concours en mars 2021. On a lancé, en tout cas, la démarche bâtiment durable Occitanie en février. Même là, je vois, c'est la reconnaissance du bâtiment en phase conception en février. En avril, on dépose le permis de construire et la démarche d'emploi arrive à peu près à ce moment-là. Puis ensuite, on enchaîne sur le démarrage du chantier, la livraison en juillet ensuite 2024. Et donc, on a ouvert cette année en 2024, septembre. Dans le cadre de cet accompagnement, on a pu avoir aussi une petite mission pour une ingénierie pour pouvoir proposer, en tout cas de structurer cette démarche de plusieurs manières possibles. Premièrement, accompagner la stratégie de réemploi pour et avec le CD31 et auprès du membre du groupement de maîtrise d'œuvre, donc Seuil Architecture. Produire en fait l'ensemble des pièces marché spécifiques, on viendra. Avoir des échanges avec les entreprises pour les accompagner, notamment en sourcing. On verra avec Fabrice comment ça s'est passé avec des entreprises qui ont soit le jeu ou où ça a été plus compliqué. Le fait aussi d'organiser des réunions de chantier qui sont dédiées spécifiquement au réemploi, donc des temps ont été dédiés avec les entreprises sur ça. Et puis aussi réaliser un bilan de réemploi, et c'est ça qu'on est en train de vous montrer aujourd'hui. Le bureau de contrôle a eu aussi une petite mission complémentaire. Cette mission complémentaire, c'était pour lui de vérifier les aspects liés à la sécurité des personnes et tout ce qui a été induit avec du réemploi, et puis de contrôler les scénarios de réemploi, en tout cas un certain nombre. Et en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que la plupart des scénarios qui ont été mis en place, pas de contraintes techniques à haut risque. Donc finalement, ça c'est resté un contrôle relativement simple. Et puis, voilà, l'ensemble aussi des acteurs de la maîtrise d'œuvre qui ont été énormément mobilisés, il faut le dire, pour répondre à cette démarche. Toujours pas de questions? Ok, on continue, n'hésitez pas si jamais il y a des choses qui sont pas claires. Donc là, on arrive un peu dans l'encadrement de la démarche, avec des choses qu'on imagine et puis des choses finalement qui ne se font pas. Donc, tellement, on avait imaginé
un marché mixte avec 2 divans. Une partie forfaitaire du marché qui aurait été encadrée, qui aurait encadré en fait les prestations concernées par le remploi, donc tout simplement pour de la pose du neuf, fourniture et pose en neuf. Puis une partie de marché en unitaire qui aurait permis de déclencher en fait des prestations de pose issues de matériaux neufs ou de réemploi en fonction des opportunités. Alors, je ne sais pas si vous entendez, ça pleure derrière. Vous direz si ça continue. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a monté cette double partie et ce marché mixte au niveau au moment du lancement de l'appel. Mais en fait, tout simplement, le conseil départemental sont revenus vers on était en plein été pour nous dire, attendez, en fait, on ne peut pas du tout faire ça parce que notre logiciel de gestion, en fait, est complètement incompatible. Et du coup, on a été obligé de repasser en marché forfaitaire ordinaire. Et donc, du coup, on a réécrit en ça en fonction. Donc, il y a mon fils qui vient d'arriver qui hurle. Je vous laisse 2 secondes avec Fabrice et je reviens. On n'entendait pas Je- grand-chose. Bah, Fabrice, il y a des questions Oui, mais peut-être aussi. Voilà. c'est pour le calmer. Du coup, pour détailler un petit peu question du marché mixte, il faut savoir qu'on a vraiment eu un travail en partenariat avec le conseil départemental et ses services juridiques. Donc, on a eu la chance de pouvoir faire plusieurs réunions avec eux et de profiter aussi qui ont été publiés à peu près dans le même temps du projet FCRBE. Donc, je vous invite à les consulter. C'est des ressources qui sont disponibles directement sur Internet et qui détaillent, on va dire, des points de vigilance, des méthodologies qui peuvent être mises en œuvre sur des projets pour une démarche de réemploi. Donc ça s'est passé voilà, en plusieurs temps où on a d'abord réfléchi au niveau des allotements. Il y a plusieurs stratégies qui peuvent être faites. Est-ce que c'est un seul lot qui doit la fourniture de réemploi pour des entreprises de pause? Est-ce que c'est la fourniture de réemploi qui est diffuse dans les marchés de construction, on va dire, ordinaires des entreprises, donc avec un pourcentage, une quantité à atteindre? Est-ce que voilà, c'est plutôt un mixte des contraintes aussi parfois de juridiques sur des seuils à ne pas dépasser, des spécificités de consultation en direct avec mise en concurrence ou pas. Donc il a fallu croiser toutes ces contraintes-là. Ce qui est important donc de dire aussi, c'est que la stratégie initiale pour avoir le plus d'agilité en phase de chantier, puisqu'on n'avait pas de gisement pré-identifié en amont de la rédaction des dossiers de consultation des entreprises, on s'est dit, il nous faut être agile en phase de chantier. Donc, il faut avoir des prescriptions ouvertes avec une capacité d'adaptation de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage en phase chantier. Et pour cela, première stratégie qui a été adoptée d'un point de vue juridique, c'était avoir un marché forfaitaire, on va dire, ordinaire pour traiter tout ce qui concerne les travaux non impliqués, concernés par le réemploi, et une stratégie à l'unité, donc un marché de bons de commande, pour chercher, par exemple, tant d'unités de cuvettes de réemploi, tant d'unités de cuvettes neuves, à défaut d'approuver des cuvettes de réemploi, avec une distinction, et on le précisera par la suite, entre des équipements sanitaires, la fourniture des équipements sanitaires et la pose de ces mêmes équipements sanitaires. Et ceci sur une grande quantité de... Je change de diapo et je continue. Voilà ce que j'illustrais du coup pour le cas du CDPGF, la structure que ça a pris. C'est tout simplement un item. Donc, d'un point de vue ordinaire, on aurait normalement eu une seule ligne future et pose d'arceaux vélo. Là, on l'a distingué, c'est-à-dire qu'on a une quantité totale d'arceaux vélo, donc ici de 60, qui est répartie soit en fourniture neuve, soit en fourniture de réemploi, en fonction de l'objectif qu'on a fixé lors de la phase de conception. Ça veut dire que ça met en avant le détail vraiment du prix de fourniture, prix de pose de chaque entreprise. Ça permet de distinguer chacune des lignes et ça permet d'encadrer les prix.
notamment pour anticiper les situations où le conseil départemental aurait potentiellement, en phase travaux, une opportunité de gisement en interne dont il a déjà la propriété et dont il ne souhaite que la pose. Le fait d'avoir distingué dans les pièces contractuelles ces lignes-là permettrait soit de faire une fiche de travaux modificative, soit de faire un bon de commande unitaire en fonction du type de marché pour pouvoir déclencher la prestation en plus ou en moins. J'espère que c'est clair, mais en tout cas, avec les questions, on reviendra là-dessus. Il faut savoir que les entreprises, leur retour d'expérience, qu'elles n'ont bien sûr pas l'expérience de faire des choses de réemploi, et ce qui peut être constaté à quasiment pour tous les lots et à quasiment pour tous les éléments, c'est que le prix de la fourniture neuve, de la pose neuve, était équivalente au prix de la fourniture de réemploi et de la pose d'emploi. Donc, de fait, initialement, directement sur les pièces de marché contractuelles, il n'y avait pas de distinction forte de prix entre des scénarios de réemploi ou des scénarios neufs. Alors, ce qui est important aussi de noter, c'est que cette démarche de scénario de réemploi, elle a été faite progressivement. Un des axes stratégiques, bien, puisqu'il faut savoir que ça reste un projet avec une forte ambition, avec des contraintes environnementales croisées, structurelles, énergétiques, etc. On ne souhaitait pas rajouter un degré de complexité technique supplémentaire à ce projet-là. On est plutôt sur un degré de complexité, c'est-à-dire de gestion, d'organisation et de suivi de traçabilité. C'est pour ça que l'on tirait dès le début les éléments qui concernaient le structurel et l'étanchéité. Tout ce qui concerne le couvert et le structurel n'a pas été ciblé en réemploi. C'est aussi un travail qui est fait avec les bureaux d'études et avec le bureau de contrôle. Donc, une ingénierie, on a fait une proposition de scénario de réemploi et puis en phase de conception, on en a déjà écarté une partie qui, en interne, portée par les pairs, donc bureau d'études, bureau de contrôle, présentait trop de risques et trop, on va dire, de niveau d'innovation pour le mener sur la longueur. On se retrouve à la suite de cette démarche-là avec des quantitatifs de 400 lignes qui concernent les éléments de réemploi, qui sont éligibles. Ça ne veut pas dire que lorsque l'on exige quelque chose d'emploi, on s'interdit la possibilité de le faire en neuf, puisqu'on a bien en qu'il faut maintenir les délais chantier, le budget chantier, et qu'il faut donc imposer des contraintes de temps et avoir toujours une solution B lorsque la solution A n'a pas fonctionné. Pour inciter les entreprises à vraiment être attentifs à cet enjeu d'origine, de traçabilité de matériaux produits de seconde main, de réemploi, on a de suite misé sur un jeu de pénalité de primes. Donc là, de la même manière, ça a été à l'issue de réflexion avec le conseil départemental où on s'est dit, il faut vraiment qu'on puisse le cadrer, à la fois rassurer les entreprises pour ne pas être un énième défi, une énième contrainte à gérer en phase chantier, donc les rassurer sur notre démarche d'accompagnement et sur le principe de primes qui ont été rédigés au CAP. À l'inverse, il faut aussi savoir que les pénalités, c'est une vraie aujourd'hui ressource pour pouvoir mobiliser les entreprises sur chantier. Et donc, eu un équilibre, ils pouvaient gagner tout autant que perdre tout autant. La précision qu'il faut avoir, c'est que ces pénalités et ces primes, elles sont calculées on pourrait les revoir pour les faciliter, mais elles sont calculées vraiment par objectif. Donc très concrètement, sur un arceau vélo, imaginons pour les 60 arceaux vélos qu'ils avaient à fournir en totalité, il y en avait, on va dire, à peu près la moitié ciblés en réemploi. Eh bien, tous les vélos au-delà de cette moitié due au marché qui était fournie en réemploi faisaient office d'une prime de 15% sur le prix unitaire inscrit au marché. À l'inverse, chaque arceau vélo non fourni en réemploi mais qui était ciblé au marché, faisait office d'une pénalité. Cette pénalité, on a pu la lever au besoin grâce au compte d'obligation de moyens qu'on avait inscrit dans les pièces contractuelles.
j'avais le rôle de suivre et d'accompagner les entreprises. Elles devaient me rendre compte de leurs rushs pour aller chercher des gisements, les identifier, les remettre en état si nécessaire, ou identifier directement des fournisseurs qui le proposaient en tant que remetteurs sur le marché, négoce de matériaux de droit. Je contrôle aussi les origines de fin de stock, les preuves d'achat, les preuves de revue, etc. Donc un vrai équilibre entre un rôle de contrôle, un rôle d'accompagnement. Et ces entreprises, on a eu vraiment les deux discours, c'est-à-dire que certaines étaient directement motivées par le jeu des primes, et dès qu'elles ont pu identifier un fournisseur de matériaux de réemploi, elles ont de suite pu dépasser les objectifs, et donc gagner justement cette carotte. À l'inverse, il y a des entreprises qui nous ont dit clairement, s'il n'y avait pas eu de pénalité, au vu de la complexité du chantier, des questions, etc., on n'aurait même pas le réemploi et on aurait pu, dès notre premier chiffrage, mettre une plus-value en prévision d'être réprimé sur ce point-là. Je laisse la parole à Leslie qui vient d'arriver et enchaîner du coup sur la diapo suivante. Ouais, désolée, petit souci avec mes enfants. Du coup, on peut aussi maintenant plus rentrer dans le vif du sujet. Et donc, ça, c'est toutes les entreprises qui étaient là pour le chantier, avec notamment des lots composés. On peut le voir pour la peinture et le sol souple, pour le fourrage et le CVC, c'est assez classique. Et le sol dur aussi, faïence, non, attendez, plâtrerie et menuiserie intérieure, voilà, c'est ça. On va voir maintenant plus tout ce qu'on a pu mettre en place en termes d'équipements, matériaux mobiliers en chiffres, plus particulièrement. Donc, on a en tout cas travaillé à informer au minimum les usagers et les futurs personnes qui vont être sur ce collège pour savoir exactement ce qui a été remployé. On voit là en contrebas de la personne qui est en train de mettre en place un panneau, une poubelle ici de réemploi. Voilà, il y a eu 20 panneaux de sensibilisation qui ont été posés un peu partout dans le collège. Donc, on va un peu lister l'ensemble des éléments un peu déterminants, en tout cas, on va dire, que l'on a mis en place. Dans le lot sol dur, par exemple, on a pu récupérer... Ah, c'est pas sol dur. En tout cas, ça, c'est avec 33 cuvettes suspendues. Sur la partie sol dur, on a 705 mètres carrés de carrelage en grès cérame qui ont été réemployés. Donc là, on a été notamment les collaborateurs de l'agence ont été chez la Garrigue voir l'ensemble du stock dormant. Donc, ce qu'on vous disait, c'est que dans la partie, en tout cas, de réemploi, nous, on tient compte aussi de ces stocks dormants. C'est quelque chose qui va être aussi déterminant dans le bilan financier à l'arrivée. Et on a fait tout un choix de calpinage par rapport à la fois aux dimensions qu'il y avait, faire en sorte de composer des éléments entre eux et travailler sur les couleurs qu'on avait pu faire avec les enfants. Un petit nota bene là qu'on vous a mis vis-à-vis de ce page, c'est que, et en fait ça s'est retrouvé sur pas mal d'entreprises, c'est que les entreprises ne disposent pas vraiment de logiciels de RP suffisamment développés, en tout cas pour savoir quelles sont véritablement les matières qui leur restent dans leurs entrepôts, ce qu'ils ont, etc. Et donc pour communiquer entre nous, on a mis en place tout simplement un Excel dans lequel ils ont collé une photo. Nous, on avait en tête, puisqu'on avait de place un peu les carreaux. On a récupéré un certain nombre de carreaux qui nous intéressaient à l'agence pour continuer à les voir entre eux et pouvoir faire les mariages de couleurs. Et ensuite, avec les surfaces, en fonction du PEC et des besoins et des usages, pouvoir les redistribuer un peu partout dans le pour que ce soit cohérent et harmonieux. En tout cas, le fait qu'ils n'aient pas véritablement d'outils pour savoir ce qu'ils ont dans les entrepôts, et ça nécessite énormément de travail, mais aussi de la nôtre. Donc, c'est en tout cas un point de vigilance à avoir. On a fait un peu la même chose pour la faïence. Il y a 925 mètres carrés de carreaux de faïence qui ont pu être vraiment dans le cadre de la démarche. Alors, on n'est pas trop des adeptes de la moquette pour tout vous dire, mais on a voilà, une salle
dans lequel on a pu réemployer une moquette qui est vraiment pas terrible en termes de design, mais en gros, on avait droit soit à ça, soit à une bariolée marron. Bon, je trouvais en tout cas pas mal. On est parti sur quelque chose de relativement sobre et c'est 100 mètres carrés de moquette en tout cas qui ont été sauvés, sachant que justement dans le nombre de flux aujourd'hui qui va être traité dans le cadre des chantiers propres. Aujourd'hui, c'est un flux flux textile et moquette, qui va apparaître dès janvier 2025. Donc, quand on veut vraiment pousser aujourd'hui l'organisation ébène ou en tout cas des big bags dédiés à la déconstruction, c'est quelque chose qu'il va falloir intégrer. On a eu la chance aussi de récupérer avec le sol souple, 65 mètres carrés de parquet, donc là qui a vraiment été déconstruit, reposé sur site. C'est un très beau matériau qu'on a plutôt mis en place dans le CDI. On a malgré tout eu un petit sujet sur un désaffleur de 1 centimètre par rapport à la réservation. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. On verra comment il va vivre dans le temps. En tout cas, c'est les petits quais sur champ là, donc quand même hyper résistants et qui donnent un aspect voilà, hyper intéressant, chaleureux. Et puis, on retrouve vraiment un matériau massif de qualité qui pourra être reponcé et travaillé dans le temps. Au niveau du lot paysage, donc lui, ils se sont adossés aussi à des fournisseurs et vraiment dans une idée de matériaux via le fournisseur qui est aussi un concepteur sur Toulouse, qui sont architectes. C'est 314 où ils ont pu réaliser des tables de ping-pong réemployées en travaillant avec des ouvrages détournés pour le coup. Le Verdé a aussi joué le jeu où on a pu mettre en place des pavés réemployés, 40 mètres carrés. Donc là, sous le préau couvert. Et puis on a fait aussi une bande un peu signalétique au niveau de l'entrée et puis un certain nombre de petits espaces dans la cour dans lequel on est venu poser des bains de soleil, des mobiliers, des choses comme ça. Et on a renforcé cet effet un peu réemploi en travaillant, vous voyez, un peu sous forme un peu de tapis et toujours dans notre idée de venir calpiner les espaces. Aveco Bois, alors principalement, mais il y a aussi, je crois, une autre entreprise sur 40 mètres carrés qui ont fait la pose de 280 mètres carrés de lames de terrasse bois, ici du réemploi. Alors là, ce qui était, il me semble, utilisé, c'est du matériau qui a été déclassé parce que les nœuds étaient relativement importants. Donc ça veut dire aussi la contrainte d'avoir pas mal de chutes sur un matériau comme ça, et un matériau en fait qui serait parti en fait, à la benne ou en tout cas qui n'aurait pas été réutilisé sur un équipement public, ça c'est sûr. De nombreux végétaux aussi qui ont été transplantés. Pour revenir sur les sujets végétaux, c'est avant même l'intervention sur chantier des fondations, de la phase de fondation, c'est vraiment évacuer tous ces végétaux-là sur la partie sacralisée dont Leslie vous a parlé au départ, la future forêt finalement déjà très fournie à la livraison du bâtiment. Ensuite, on a toujours dans le mobilier 4 tables extérieures qui ont été pareil designées, réutilisées et issues de matériaux enfin modifiés, réemployés. Et puis 72 arceaux aussi vélo. Alors, ouais. Leslie, oui, si je peux intervenir. Sur les arceaux vélos, du coup, il y avait une question, je la mets en avance. Hop, répondre en direct. Si on était sûr d'avoir 24 arceaux à réemployer, est-ce que les quantités pouvaient être changées? Donc là, sur cet exemple, on voit bien qu'au CDPGF, il n'y en avait que 60, dont à peu près la moitié qui est en réemploi. Oui, les quantités ont été changées en phase de chantier grâce à une fiche de travaux modificative.
Et en ce qui concerne la répartition des objectifs de réemploi, c'est à l'opportunité. Donc l'entreprise nous a proposé de tous les faire en réemploi. Et la plupart du temps, qu'il y avait un fournisseur identifié ou une manière de faire, on arrive à 100% de la quantité du produit pour le chantier d'origine réemployée. La plus grande difficulté, c'est vraiment trouver cette filière ou ce gisement de matériaux qui puisse répondre aux besoins. Mais dès qu'il est identifié, il y a difficulté pour le mettre en œuvre jusqu'à son maximum. Là, ce qui a été très intéressant aussi, c'est que le cuisiniste a pu travailler avec leur équipement sur 32 équipements professionnels de cuisine qui ont été réemployés. Ça, c'est vraiment un élément qui est très intéressant parce que là, on est vraiment sur la notion d'équipement. Ça, je ne sais pas, Fabrice, si tu peux un peu compléter sur ce point, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut être vraiment cible. Alors les cuisinistes, ils ont l'habitude, ils font beaucoup de déménagements en plus de faire de la construction neuve et aménagement de cuisine neuve. Donc ils ont pour habitude déjà en partie de récupérer les éléments qui sont en bon état, de les restaurer dans leurs ateliers, notamment sur des tables inox, sur des soudures, sur des accessoires et de les fournir à leur nouveau. Cette démarche-là, on l'a proposé vraiment comme clair. Et la démarche, par contre, qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire et sur lesquelles on les a accompagnés, c'est d'aller chercher des fournisseurs de matériaux de cuisine professionnels reconditionnés. Et ce sont des filières aujourd'hui qui existent déjà, ça commence à se structurer pas mal. Donc on est un mixte entre des éléments issus de déménagement d'anciennes cuisines, d'éléments à un fournisseur spécialisé et puis d'éléments de surplus de stock, d'erreurs de chantier du part de l'entreprise d'équipement. Ensuite, il y a eu une très belle surprise, et, en fait, et l'entreprise aussi a eu une surprise, véritablement une montée en compétences et une connaissance, parce que l'entreprise SPI locale en fait, n'avait pas connaissance qu'au sein même de sa société, il y avait en fait une plateforme qui s'appelle la recyclerie SPI Pro, et dans lequel en fait il avait un certain nombre d'opportunités de récupérer des équipements ou qui ont été posés dans d'autres bâtiments ou en tout cas des commandes qui ne fonctionnent pas. Et donc ils ont pu comme ça chercher et on a pu avoir une très belle opportunité de mettre en œuvre un transformateur qui a été réemployé. Donc, on a mis aussi tout un protocole par rapport à ce transformateur, puisqu'il a pu fonctionner du côté de la Bretagne pendant à peu près 2 mois. De la Charente. Dans les Charentes, ok. Au nord, mais bon. 2 mois. Et ensuite, on a mis en place tout un protocole avec le bureau de contrôle pour pouvoir vérifier, c'est ça, le fluide. Ça peut être intéressant aussi si tu peux en parler. Rapidement, déjà, c'est un cas qui n'a pas été ciblé au marché. Donc là, on est vraiment sur un sujet où on est agile à l'opportunité en phase chantier. L'entreprise est venue nous solliciter en disant, je n'arrive pas à trouver tel élément que vous avez ciblé. Par contre, j'ai ça. Est-ce que ça vous intéresse? Comment on peut le mettre en œuvre sur le chantier? La raison, c'est que ça a été une commande qu'ils ont mise en œuvre notre chantier, mais qui finalement, par rapport à l'appel de puissance électrique, ne répondait pas aux besoins. Donc, ils ont dû le déposer et fournir un autre transformateur plus adapté. Et donc, cette entreprise qui se situe en Charente fait partie du réseau de SPI, a diffusé au sein de leur plateforme interne cette opportunité qui a été découverte par le fournisseur achat de SPI Toulouse. Alors voilà déjà pour le contexte. Et au niveau du test, donc là, on est vraiment sur un sujet euh, technique assez avancé, puisque bien que ce soit un élément qui soit dissociable, il est complètement lié à la sécurité de personne et au bon usage, au bon fonctionnement du bâtiment. Donc il y avait vraiment un enjeu de gagne décennal sur ce produit-là. Donc on a fait le tour des réflexions. Donc de mail entre la maîtrise d'ouvrage, ses services de maintenance, nous-mêmes, le bureau d'études et électrique. On a réfléchi ensemble quelles exigences pouvaient être demandées. On a, on a rédigé cette demande-là auprès de l'entreprise SPI qui y a répondu. Le bureau de contrôle a validé ce process. Le process, très rapidement, c'est un transformateur qui fonctionne
des huiles. Ces huiles-là, c'est comme notre sang, elles peuvent être altérées en fonction de la fusion et de l'état interne du transformateur. Et il existe plusieurs laboratoires en France qui font des tests. Grâce à des prélèvements de ces huiles, ils font des tests et puis ils sont capables de qualifier le bon état, le bon fonctionnement du transformateur. Donc on a eu un test, un premier essai qui a été fait lors de la validation de cette fourniture de transformateur de réemploi. Et d'ici quelques mois, en janvier, on va faire un essai nouveau de fonctionnement après mise sous tension et mise en fonctionnement pendant plusieurs mois. Voilà, donc 2 temps d'étape et on va attendre ce dernier retour en début d'année prochaine. Toujours avec l'entreprise Pi, on a pu réemployer un certain nombre de luminaires, donc 197 luminaires LED qui ont été réemployés. Par rapport aux luminaires, on avait prescrit, en tout cas dans la dimension du neuf, et c'était une demande du conseil départemental, d'avoir en tout cas une durée de garantie de 5 ans des luminaires. L'entreprise, en fait, ne pouvait pas, via son fournisseur, proposer cette garantie-là, et donc a proposé 2 ans. Et en fait, il a été renégocié entre le CD31 et l'entreprise. Et l'entreprise a pu avoir de la part de son fournisseur finalement 1 année supplémentaire de garantie. Donc ça veut dire à la fois le conseil départemental a joué le jeu, puisqu'en fait, elle s'est engagée à accepter des luminaires garantis que 3 ans. Mais en tout cas, elle a considéré qu'au retour d'expérience de l'usage de ces bâtiments, 3 ans, c'était relativement important et que de toute façon, dans l'état de fonctionnement qu'ils ont, c'est que bien souvent, ils ne vont pas forcément faire appel quand il y a un problème, voilà, sur les 5 premières années aux fournisseurs, mais ils vont le changer eux-mêmes. Donc voilà, tout ça a été assez facilitant. En fait, et le conseil départemental, à la fois, vous avez vu, hein, on a intervenu pas mal de lots. Donc, le premier, je me suis trompée, je l'ai mis en soldure. En fait, c'est tout ce qui est plomberie sanitaire, soldure, sol couple, paysage, VRD, charpente, serrurerie, cuisine, électricité. Et le collège, lui, s'est emparé de son côté, en fait, à valoriser aussi tout le mobilier. Il y a eu une énorme démarche sur le mobilier qui a été faite. Il y a notamment Merci René qui a énormément travaillé sur l'idée d'avoir tous les piétements, vous voyez là ici, issus du réemploi, avec plutôt des plateaux en neuf. Il y a aussi les ateliers d'Ergue qui ont pu réaliser un certain nombre de mobilier. Comme il me semble que c'est eux là, qui ont fait le mobilier qui a été upcyclé pour la salle des professeurs, qui sont des petits casiers. Il y a aussi Envoi, qui est une entreprise d'insertion et de handicap qui a travaillé sur plutôt les ordinateurs, les équipements, les choses comme ça. Alors là, on nous a mis que les entreprises de l'ESS parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise un peu moins, ce qui a été fait sur la part du mobilier. Mais il faut savoir que nous, quand on a travaillé voilà, avec Céline, avec les collaborateurs, on a fait des réunions, plusieurs réunions avec le conseil départemental et qu'on a travaillé aussi avec du mobilier qu'ils ont dans d'autres sites. Alors, on n'a pas trouvé de photos, donc les prochaines fois, on essaiera de faire les photos, mais des chaises, des tables, des choses qu'on a trouvées qui garantissaient en tout cas l'harmonie générale du site, qui était très cohérent et on était au maximum d'encourager en tout cas ce mobilier. Et puis, ça, c'est, on va dire, une problématique qu'on a rencontrée sur le chantier et qui est aussi une nouvelle opportunité de pousser aussi le réemploi en lot menuiserie extérieure. Parce que je vous ai dit que le collège est doté de menuiseries qu'on avait souhaité en bois alu. Et il se trouve qu'on avait prescrit en fait 3 chasses que vous voyez ici qui sont posées
ici à la verticale, mais qui était prévu en horizontal, dans l'usine, vraiment en partie haute, en imposte vitré pour éclairer les cuisines. Et il se trouve que, enfin, ils ne l'ont pas vu quand on a fait le premier E. Ils n'ont pas vu qu'en fait, on avait maintenu les fenêtres bois dans les cuisines. Et en fait, il se trouve que là où c'était posé, ils font du nettoyage haute pression, toute hauteur, sur toute la hauteur et même en partie haute du mur. Et donc, ils nous ont demandé en fait de changer les menuiseries en tout alu. Donc on était bien embarrassés en fait de faire un projet qui se voulait cohérent en réemployant nous-mêmes, en réalisant finalement des déchets. Et donc on a eu cette opportunité de pouvoir reposer en fait ces 3 châssis le long de l'espace centralisé pour que les élèves, au-delà de cette maille claustra ici, hein, qui était demandée au marché, à la fois de protéger l'enceinte du bâtiment, le fait avoir de co-visibilité entre intérieur et extérieur, même si ici on est la limite finalement du collège est repoussée, mais en tout cas pour nous l'opportunité de montrer ces arbres et ces espaces renaturés, que ce soit pas que de l'usage quand quand on fait le bâtiment et d'y aller, mais aussi que la cour profite de cette lumière et de ces vues. Et donc, on a tout simplement réutilisé ces 3 châssis en menuiserie extérieure ici, enfin en châssis dedans-dehors, on va dire, même s'ils sont protégés et couverts. Donc voilà, c'était un petit réemploi issu d'une erreur. Alors peut-être avant qu'on parte un peu sur les quelques derniers éléments du bilan, peut-être qu'on pourrait répondre à quelques questions. Tout à fait, ouais. C'est parfait. J'en vois quelques-unes déjà pour, on va dire, essayer de clôturer ces sujets là sur le transformateur. J'en ai vu plusieurs qui sont en lien. Donc, Frédéric Chany, vous nous demandez pour le transfo, que se passe-t-il, pardon, au niveau du marché si le nouveau contrôle s'avère négatif, assurance, remboursement à l'entreprise pour ses travaux, paiement d'été pour un nouveau transfo. Il faut savoir que c'est l'entreprise, quelle que soit l'origine du matériau de réemploi, fourni par la maîtrise d'ouvrage, fourni par un fournisseur, un négoce de matériaux de réemploi, fourni par une opportunité interne telle que le nouveau transformateur, c'est bien l'entreprise qui doit la garantie. Donc, ça veut bien dire que SPI, quand ils sont venus et qu'ils nous ont présenté cette opportunité de réemploi, ils se sont engagés, et donc il y a une preuve écrite. Il y a d'ailleurs, pas précisé, mais toutes les entreprises concernées par le réemploi ont dû fournir une pièce administrative complémentaire prouvant que leur assureur était bien au courant et les couvrait bien pour cette pratique non courante, potentiellement non courante, pas systématiquement, mais potentiellement non courante sur ce chantier. Donc, c'est l'entreprise qui porte le risque, ce n'est pas la maîtrise d'ouvrage. Par contre, on a, mine de rien, un enjeu de prescription technique à faire vérifier. Hélène Pierson, sur la question du prix, donc vous aviez compris que la découverte du réemploi pour le transformateur, je suppose, est arrivée après que l'entreprise ait été choisie. En effet, donc ça signifie que le prix était déjà fixé sur leur marché ordinaire. Donc c'était quelque chose qui était dans le marché, dans leur marché, indépendamment de la partie ciblée en réemploi. L'entreprise n'a pas eu à changer son prix. C'est bien qu'elle s'y est retrouvée, elle était capable de porter ce projet-là dans leur enveloppe initiale. Par contre, au niveau de la traçabilité, nous, on a pu le valoriser. Hop, je traite les questions. Toujours Eliane Pierson, alors je découvre concernant ce transfo, je ne comprends pas à quel moment il a été vu puisque les remplois n'avaient pas été prévus ni identifiés. Voilà, donc je viens d'y répondre. Le prix a été vu initialement, puisque il n'a été finalement qu'une question de traçabilité et il n'y a pas eu de prix modificatif, plus ou en moins pour l'entreprise ou la maîtrise d'ouvrage. Daniel Rose, cela veut dire que le prix neuf égale prix réemploi. On va rentrer dans le détail juste après. Globalement, c'est ça. Non, je vais traiter ça. Donc, les frais de test devaient ouvrir l'achat. Tout à fait. Très concrètement, si SPI est venu nous dire
on a cette opportunité-là qui peut rentrer dans les objectifs de réemploi. C'est aussi parce que ça leur permettait de traiter ce sujet avec, on va dire, une vraie démarche d'implication technique. Je pense aussi que c'est un intérêt économique puisqu'ils avaient cette ressource-là hein, qui a été facturée à peu près 10 000 euros à l'entreprise voisine, partenaire de Charente. Donc il y a un vrai intérêt aussi économique d'optimisation des flux financiers, des flux de matière qu'ils ont pu défendre avec cette initiative. La question des pénalités et primes par Cédric Lequin, est-ce qu'elles ont été à l'équilibre? Sinon, quelle proportion? On va y revenir aussi tout à l'heure. Globalement à l'équilibre et probablement sur les derniers lots qui vont être en réception, donc paysage VRD, après la phase automne qu'on va recevoir bientôt, on aura légèrement un peu plus de primes puisqu'on a passé les objectifs, donc 3 000 euros sur l'échelle du projet. Alors, Frédéric Chani qui nous demande comment avez-vous pu contrôler les mises en œuvre par rapport aux attestations techniques des fabricants d'objets réemployés? Il y a plusieurs cas d'études et plusieurs provenances. On pourra aussi rentrer dans le détail tout à l'heure. J'ai demandé un justificatif pour chaque élément réemployé proposé sur le chantier. Donc ça veut dire soit des factures avec date, bien sûr, d'autres chantiers et raison de leur flux ou raison du surplus de commandes. Et j'étais vigilant à la date, c'est-à-dire que si c'est une date qui était vraiment proche de la date de pause, je refusais. Si c'était une date qui était éloignée, j'avais davantage confiance. On est toujours bien sûr tributaire du sérieux des entreprises. On a un rôle de contrôle, d'assistant à maîtrise d'ouvrage, d'assistant à maîtrise d'œuvre, mais mine de rien, quand on vient chercher de la traçabilité là, c'est aussi à l'entreprise de se positionner. Donc il y a eu quelques cas où j'ai dû demander une attestation sur l'honneur, donc ça vaut ce que c'est, mais on est limité. À l'échelle nationale, il y a des projets, ça va venir, hein, qui se développent notamment pour peut-être pousser un label de réemploi. Ce sujet de la traçabilité sera mis en avant. On a aussi un sujet de passeport du matériau, passeport de traçabilité qui est en train de se mettre en œuvre et qui devrait arriver d'ici plusieurs mois ou plusieurs années où chaque produit serait tracé et donc on pourrait vraiment contrôler son origine. Un point un peu plus administratif et financier, Julien, la nécessaire agilité demandée à la maîtrise d'œuvre dans le cadre du réemploi doit être valorisée, on est bien d'accord. Combien est comme niveau d'honoraire pour cette mission supplémentaire? Alors, on ne va pas vous transmettre le montant qu'on a donné. Par contre, j'ai vu aussi une question qui est apparue auparavant. On a bien eu une mission complémentaire qui prend l'ensemble des points qui ont été décrits par Leslie. Donc, à la fois une recherche, un appui à la recherche du sourcing, une mission de contrôle, une mission d'accompagnement des entreprises, l'aide à la réalisation des pièces écrites et la réalisation du bilan de l'opération, le bilan qu'on est en train de vous présenter. Le point de vigilance qu'il faut avoir, c'est que cette mission complémentaire, elle est absolument nécessaire pour qu'il y ait un acteur référent qui coordonne le tout. Et on défend aussi l'idée qu'il faut un degré de complexité où une partie des honoraires de cette mission complémentaire qui soit redistribuée à l'ensemble des acteurs de maîtrise d'œuvre pour qu'ils puissent eux-mêmes avoir un temps justement de visa supplémentaire en phase chantier rémunéré pour pouvoir voilà, mener bien toute cette mission-là. Souvent, on peut avoir du coup plusieurs propositions de visa, puisqu'on a une proposition d'un matériau neuf qu'on va valider en amont d'avoir trouvé une opportunité de période de réemploi. Donc c'est vrai que ça génère un travail, mine de rien, supplémentaire en suivi technique et de réalisation. En tout cas, oui, c'est quelque chose qu'il faut faire attention parce que exploser les heures un petit peu. Et donc, il faut quand même, si vous pensez là-dedans, bien l'anticiper. Donc, nous, c'est vrai qu'on voulait que ce soit en réussite. On avait proposé énormément de possibilités parce que c'est ce qu'on voit, hein, c'est qu'il vaut mieux proposer beaucoup, beaucoup de choses pour être à peu près serein que se fasse, pour qu'il y ait plusieurs thématiques, plusieurs lots, parce qu'il y a des entreprises qui vont vraiment s'en emparer et d'autres qui vont freiner les cas de fer. Et donc, il est absolument essentiel quand même de prévoir un temps relativement, en tout cas plus important que nous, ce qu'on a fait
même si on est très content de cette démarche, mais il faut qu'on arrive à valoriser nos honoraires. En complément, donc Frédéric Chany, avez-vous exigé un pourcentage minimum de différence de fourniture entre le matériau réemployé et le matériau neuf? Alors non, pas du tout. On n'a rien à exiger, on ne peut pas exiger en termes de différence de prix, hein. On est vraiment sur une mise en concurrence lors de cette consultation d'entreprise. Par contre, au niveau des critères techniques et financiers, c'est valorisé. C'est-à-dire que le critère technique pour les entreprises qui étaient ciblées en réemploi, ciblées avec des matériaux, des travaux issus de matériaux de réemploi, avait une partie du point. Globalement, ça a oscillé entre 2 et 5 sur 50 ou 60 en fonction des lots. Donc entre 8 et 10% de la note technique. Et pour ce qui est du critère financier, on avait bien une pondération des prix. Comme on a un CDPGF, donc un cadre de prix qui prend compte d'une distinction de prix entre les matériaux neufs et de réemploi, les entreprises qui maîtrisaient davantage peut-être les prix de réemploi en faisant une value ou parfois une plus-value, mais vraiment, ça comptait dans la différenciation et l'attribut des offres. Maïs Inostroza, j'espère ne pas écorcher votre nom. Comment avez-vous intégré dans l'enveloppe les primes de plus 15% liées au réemploi? Là, c'est maîtrisé par la maîtrise d'ouvrage. Ce montant, il a été fixé ensemble. Donc, c'est dans l'opération au global, mais on n'a pas de max ni de minimum qui ont été imposés, si ce n'est que dans les marchés publics, via le CCAP, il y a toujours un montant marché estimatif, un montant marché du coup qui est posé à l'acte d'engagement et ensuite c'est contraint. On ne peut pas dépasser une certaine plus-value en dessous d'une certaine moins-value. Donc mine de rien, on a une fenêtre de modification, d'agilité possible, mais qui est contrainte par les marchés publics, puisque sinon c'est transformation du marché trop forte, donc remise en question. Ta, 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 ta. Je pense qu'on a... Alors, il y a encore beaucoup de questions qui arrivent aussi au fur et à mesure, notamment sur le stockage, etc. Je vous propose qu'on continue et puis on va refaire un tour. Je vais prendre connaissance, je vais traiter celles auxquelles on a déjà répondu. Donc on arrive un peu, on va dire, on est à la phase bilan, même si ce qu'on a vu avant, c'était des chiffres, mais c'était aussi un peu une forme de bilan de ce qu'on a pu faire. En tout cas, ce qu'on voulait voir avec vous, c'est que dans l'encadrement de la commande, on a cherché, en tout cas, parce qu'en plus pour le compte départemental, c'était une première opération, à réduire au maximum le niveau de complexité. Donc, on n'avait pas d'éléments à risque sur la partie incendie structurelle et étanchéité. Même si depuis le mois de juin, il y a les recommandations professionnelles de réemploi de charpente-acier qui sont sorties et aujourd'hui c'est une technique courante. Ça veut dire que concrètement, on a l'opportunité de réemployer de la charpente sur un autre projet. Et là, on voit que par retour, que ce soit le contrôle ou les entreprises, aujourd'hui, on a des feux verts. Donc ça reste une très bonne nouvelle. Et voilà, il faut pouvoir s'en saisir euh, parce que, et ensuite aussi arriver à sourcer au niveau national ou local quand on peut, mais en fait de la charpente quand on a des projets qui peuvent être anticipés un peu en amont et même au niveau de la conception. En tout cas, nous, dans ce cas-là, on était plutôt sur un niveau de complexité qui était assez faible sur un critère de réemploi de matériaux, vous avez pu le voir. On avait en tout cas tracé, on avait essayé de multiplier le nombre de tuyaux ciblés possibles et on avait mis en place à peu près 400 lignes de quantitifs éligibles au réemploi dans le cadre du marché. Par bilan, on aurait souhaité peut-être avoir un peu plus, mais en tout cas, on a quand même eu la chance d'avoir 100 des lignes qui ont été concrétisées et surtout 40 scénarios distincts mis en œuvre. Donc, pour que ce soit un peu plus compréhensible pour vous, je pensais vous avoir mis là, je les ai mis un peu plus loin, un ensemble de types de lots. En gros, ça se distingue par lot, désignation, unité,
mise en œuvre et quantité. Et donc, par exemple, pour la cuisine, il y a une vingtaine de possibilités. Pour le Verdé, on en avait mis 5. Pour le paysage, une quinzaine de lignes, etc. Donc voilà, c'était de donner en tout cas aux entreprises des possibilités pour que ce soit plus clair pour elles et plus facile à appréhender. Donc là, on est plutôt sur le retour d'expérience vis-à-vis du mobilier de réemploi, une démarche voilà, qui a été globale véritablement pour le conseil départemental, parce qu'en fait, ils se sont vraiment saisis de ces questions-là. Il y a eu 222 heures d'insertion pour donner une seconde vie aux tables scolaires, par exemple. Il y a eu 572 lits reconditionnés avec 747 heures d'insertion locale. 600 kg équivalent CO2 économisés par le mobilier de réemploi, 138 km parcourus pour le mobilier en moyenne. Qu'est-ce qu'ils nous ont aussi, ce qui a été aussi tracé, ça correspond à 18 tonnes de terres revalorisées d'ameublement et 70% d'impact en moins sur l'environnement pour le mobilier de réemploi. Donc voilà, ça a été vraiment autant ils se sont appuyés sur la maîtrise pour valoriser l'ensemble des lots en structure, autant qu'ils se sont vraiment emparés de la question du mobilier. Alors, on a essayé aussi de vous mettre cette frise. On a trouvé que c'était assez intéressant pour qu'on puisse identifier qu'est-ce qui était de seconde main, avec, on va dire, haute du bleu jusqu'au rose. Le bleu étant quelque chose, on va dire, dans le cadre le plus, on va dire, facile à employer jusqu'au plus délicat par rapport à aujourd'hui aux pratiques qui se font, aux plateformes inexistantes et à la constitution de la filière. Donc, ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que le surplus de stock, donc surplus de en neuf ou stock dormant, notamment pour le carrelage par exemple, la faïence, etc., a été vraiment quelque chose, une très grande opportunité sur le projet. Ça représente 42% quand même de ce qui a été fait en seconde main. Deuxième élément, c'est des retours de chantier en neuf. Donc, en tout cas, dans ces 4%, ce qui apparaît, c'est pas retour de chantier, par exemple, à l'échelle nationale avec des plateformes de réemploi, et plus des retours de chantier que les entreprises elles-mêmes avaient en fait vis-à-vis d'autres chantiers. Et donc ça, c'est aussi très intéressant pour elles. Ça permet de revaloriser des choses qui reviennent à l'atelier et en tout cas de se mettre au réemploi assez facilement avec notamment tout simplement une caractérisation beaucoup plus facile des fiches qui existent, enfin, en tout cas une complexité qui est moindre. Ensuite, on était 10% en neuf déclassé. Donc, ce qui est déclassé, on a aussi fait, nous, un projet, peut-être qu'on aura le temps de le regarder, de matériaux qui sont déclassés. Donc, ça peut apparaître, par exemple, sur des matériaux qui, par exemple, n'ont pas les caractéristiques esthétiques, mais en tout cas des caractéristiques techniques qui sont viables au niveau notamment des fournisseurs, que les fournisseurs ne peuvent pas vendre en l'état, et en tout cas qui sont en phase déclassée. Et donc, c'est ça qu'on a pu valoriser à 10%. Et après, on arrive vraiment plus sur la partie occasion, qui est plus vraiment du réemploi à l'état pur, avec des choses qui ont été réutilisées, upcyclées, déconstruites et même déconstruit et derrière reconditionné. Donc, pour que ce soit plus clair, on vous a fait un petit tableau, là, double tableau. On va pas tout regarder, mais en gros, c'est nos lignes, en fait, in fine de ce qu'on a pu réemployer sur le projet, avec par exemple les attelages bois qui sont effectivement issus de déclassés, les stocks dormants ici, tout ce qui est carrelage, plainte, revêtement de carreaux, parquet, baignoire, etc. Également tout ce qui est lavabo, tigeur, voilà, éléments sanitaires. Occasion déconstruit, donc il y a les fameux chemins de câbles de distribution dont on parlait avec Fabrice tout à l'heure.
en parler, c'est que des entreprises telles que celles qui étaient sur notre chantier, des entreprises qui ont négocié au niveau national des prix incroyables. Et aujourd'hui, les chemins, en fait, ils les ont à 1 euro quand ils les vendent à 6 euros. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour aller chercher de la déconstruction, c'est très... Enfin, en gros, on a réussi à en avoir un parce qu'ils en avaient dans leurs ateliers et qu'on a pu les avoir. Mais c'est pas des sujets sur lesquels on peut batailler vis-à-vis du neuf, quoi. Ça nous paraît compliqué. C'est là où intervenir l'échelle de l'entreprise, l'échelle du chantier, va aussi avoir une incidence sur l'éligibilité technique et financière des scénarios de l'emploi. Et là, on rentre vraiment dans la subtilité. Et puis après, donc le fameux, par exemple, transformateur, lui, est une occasion en mode déconstruction, que les luminaires, eux, sont d'occasion et reconditionnés, puisque du coup, ils sont upgradés vis-à-vis de cette garantie qui a été poussée et mise en place par le fournisseur. Et voilà, on a encore un certain nombre de sujets possibles. Donc, vous voyez que la cuisine, on a eu énormément d'éléments et chariots, essoreuses, lave-batterie, des lave-mains, désinfection, table centrale, des tables de travail et tables de chef. Donc, on est vraiment en occasion des constructions. On a aussi aux arceaux de protection parking bus, panneaux de signalisation, pavage, des bancs, des chaises, des corbeilles. Ils sont un ensemble de mobilier qui ont été effectivement upcyclés, donc avec cette idée de détournement de la matière pour faire notamment les ping-pong, etc. On a essayé aussi de vous le traduire en termes de coûts en équivalent neuf, puisque ça fait partie des questions aussi que vous pouvez avoir. Et on se rend compte qu'on est à peu près à l'équilibre à chaque fois, que ce soit pour le neuf déclassé, les retours de chantier, l'occasion reconditionnée, réutilisée et upcyclée et occasion des constructions. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est soit tangente, soit relativement un peu plus bas, ce qui est intéressant. Par retour d'expérience, nous, on s'est fait des tableaux en interne. On s'est rendu compte que là où on va être beaucoup plus c'est sur des éléments type briques pleines de parements de façade, où là, en fait, il y a un démontage brique par brique et que finalement, la brique va coûter 2 fois plus cher qu'une brique en neuf. Ou voilà, enfin, un certain nombre de sujets quand on a vraiment une main-d'œuvre qui est très gourmande. Et puis, à considérer quand même comme un point qui est relativement intéressant, c'est les stocks dormants, parce qu'on voit que c'est vraiment là qu'on fait la grosse différence entre du neuf et du stock dormant. Et on voit que notre opération, on a réussi à un petit peu réduire le coût à l'arrivée grâce à ce surplus de stock dormant, avec 39 000 € économisés sur le coût des travaux pour la fourniture et la mise en œuvre de matériaux de seconde main. Et pour revenir sur cette question de stock dormant, on est bien vigilant aussi dessus, puisque il s'agit d'un des premiers marchés où cette provenance, elle permet, elle a été validée, mais elle n'a pas été anticipée par les entreprises. Demain, si un nouveau marché arrive, il peut y avoir des stratégies d'achat de stock aujourd'hui pour un marché dans 3 ans et dire que c'est un surstock qu'on a dans les bras et dont on ne sait pas quoi faire. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Ça veut dire que ce côté de traçabilité, passeport du matériau, origine, il va falloir le vérifier, vraiment être attentif. Et de plus en plus, on cherche à se positionner vraiment sur la droite de ces graphiques, la droite des provenances, tout ce qui est d'origine d'occasion, c'est vraiment ce qu'on va chercher à viser. Mais aujourd'hui, au stade de la maturation des acteurs, des fournisseurs spécialisés, on n'arrive pas à gérer d'économies financières sur les projets. Alors moi, je trouve, on va dire, plus dans la démarche de réemploi que le fait d'utiliser des stocks dormants, du déclassé, c'est hyper intéressant et je pense qu'il faut pas s'enfermer
à une seule méthode, c'est de pouvoir utiliser un ensemble de méthodes parce qu'à l'arrivée, c'est tout simplement d'éviter que des hangars croulent de matériaux qu'on peut plus se servir, d'aller toujours puiser dans du neuf. En fait, l'objectif quand même, tout simplement de viser plus de sobriété. Alors peu importe comment ça arrive, peut-être que parfois il y a certains qui vont un peu détourner la règle, mais en fait peu importe. L'idée, je pense, c'est de massifier quand même les solutions et faire en sorte que ça devienne viable et pour que ce soit durable. Donc, on arrive un peu à la fin de notre présentation. C'est un peu le bilan finalement des points à précurseurs. C'est le premier chantier de construction neuve intégrant une démarche globale de réemploi de matériaux pour le CT31. On est très fiers d'avoir initié en fait cette démarche et aujourd'hui, on sait que le conseil départemental 31, en tout cas, inscrit dans le cadre de ces programmes en neuf et en réemploi, en réhabilitation, le réemploi. Donc aujourd'hui, ils s'en sont emparés de la démarche et je crois que voilà, dans les participants, c'est principalement des architectes. Il me semble que c'est notre rôle en fait d'encourager les collectivités, les porteurs de projets à passer à l'action. Je pense que c'est aussi l'opportunité pour certaines entreprises de s'y mettre de manière assez facilite, de manière plus facile, parce qu'en fait, aujourd'hui, ces démarches, elles priment en positif, elles sont encouragées, elles sont félicitées, et demain, elles seront imposées vraisemblablement au regard de la loi. Et je pense qu'on a intérêt au maximum à embarquer toutes les entreprises pour qu'elles soient en avant-coureur là-dessus, qu'elles aient déjà fait. Effectivement, une fois qu'on commence à faire 1, 2, 3, 4 projets, ça devient finalement quelque chose de relativement pas standard, mais en tout cas, on est dans cette logique et en fait, c'est toujours pareil, c'est le pas qui est le plus intéressant. Ensuite, vous avez plus de, mais ça on vous l'a dit déjà, mais plus de 40 types de produits différents de seconde main qui ont été mis en œuvre. Donc pour nous, c'est très intéressant parce que ça nous apporte aussi une vision un peu globale et générale et de se dire, oui, on arrive à mettre en place des matériaux biosourcés, Heu, mmh, alors effectivement, il n'y en a pas assez dans le collège, mais c'était une question de coût. On a été obligé, de construire pas mal en construction, lourde type béton. Je ne suis pas là pour, parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que il vaut mieux mettre ce matériau, le béton qui, extrêmement porteur heu, de pollution, de bilan, carbone qui est assez élevé et aussi qui est sur une exploitation du sable qui est assez catastrophique, le mettre vraiment à bon escient au bon endroit. Pouvoir arriver à construire avec des matériaux, renouvelables et plutôt, venir chercher aussi, toute cette manne de la seconde vie pour faire en sorte d'arrêter de toujours, puiser et de construire la ville sur la ville avec les matériaux déjà préexistants. Aussi quelque chose qui nous a semblé très intéressant, alors, 9 lots sur 15 ont fourni et posé des matériaux. Alors je pense que ça, c'est même sans compter la SMAP, les menuiseries extérieures, je ne sais pas si elles sont comptées dedans. Donc on a peut-être même 10 lots sur 15. Ah oui, sur la dernière anecdote de chantier, oui, on peut dire que ça fait le 10e, en effet. Donc ça, on pourra peut-être le changer. Et puis, alors ça aussi, c'est peut-être un chiffre qui peut vous intéresser et quelque chose que je vous encourage aussi à calculer, sur vos opérations, à venir. Sur le pourcentage de taux, de seconde main sur le coût, de travaux total en termes de fourniture sans pause. Donc 1,7 ça le faible, mais au regard de la réalité du coût de la pause, c'est quand même très important. Donc pour y arriver en bas là, nous on avait, fixé 4 d'études, donc c'est, les fameuses lignes, quand vous avez dit les 400 lignes, proposées pour atteindre 1,7. Donc vraiment pour, atteindre vos objectifs, il faut au moins que vous puissiez prescrire et poser au moins le double à chaque fois, de vos éléments. Et pour, un peu vous donner, des chiffres, hem, dans le cadre de Toulouse Métropole,
Il y a une démarche de projet qui est européenne, qui est le Life Waste to Build, qui fixe les opérations emblématiques à 2,5%. Donc, ça veut dire qu'on est quand même un petit peu en deçà. Par contre, il y a il y a aussi un objectif de la charte pleine lune qui est en région parisienne, qui a été lancé un peu avant pour aussi les JO, enfin en tout cas des constructions liées aux JO ont fait partie et qui sont sur un taux fixé à 1%. Donc ça peut vous donner un peu les niveaux d'exigence. Vous avez vu les 70 lignes qu'on a réussi à faire, ce qu'on a prémis, puisqu'on vous a donné des chiffres en mètres carrés, etc. Et ça représente déjà 1,7% et beaucoup de travail. Donc ça vous donne déjà une... Et puis ça, je laisse Fabrice expliquer. Un petit bilan environnemental. Alors, deux chiffres clés sur la gauche et sur la droite. Le calcul vraiment réglementaire RE 2020 qui a été dû aussi dans le cadre de toute réalisation de construction neuve. Donc, c'est 37 tonnes équivalent CO2. Donc, c'est soit 6 kilos équivalent CO2 mètre carré. Donc, c'est un chiffre qui, mine de rien, participe à l'économie globale du prix, mais est relativement peu significatif. Il faut savoir que le ratio à peu près sur un plan comme ça, c'est compris entre 800 et 1000 kilos équivalent CO2 par mètre carré. Par contre, il y a des défauts de calcul aussi, puisque il n'y a pas les lots techniques qui sont comptabilisés, puisque ce sont des lots forfaitaires auxquels il est difficile de soustraire des éléments particuliers qui sont pris en compte. Et puis de la même manière sur la démarche de mobilier, d'aménagement du bâtiment, c'est dehors du périmètre d'étude. Pareil pour les mobiliers extérieurs. À droite, c'est une méthodologie qui n'est pas aujourd'hui réglementée. On a fait un calcul en interne, c'est-à-dire qu'on a pris vraiment l'angle des lignes totales des éléments, indépendamment du périmètre de la RE20, mais vraiment qui concerne, donc c'est le tableau que vous avez pu voir, et on atteint quasiment 100 tonnes équivalent CO2, donc à peu près 1,5, 2% de réduction carbone à l'échelle du projet. Il y a des études qui sont faites sur du réemploi, entre guillemets, simple, systématique et appliqué à l'ensemble des quantités nécessaires pour un projet. On se base à peu près en économie jusqu'à 5%. Donc c'est quand même intéressant. Il faut réduire de 5% par an toutes nos émissions sur les prochaines années qui viennent. Donc ça fait partie d'un ensemble de réponses. Donc aujourd'hui, voilà, on a essayé de vous donner un maximum d'informations voilà, sur notre temps personnel. On a essayé de monter ces quelques éléments pour vous mettre un maximum de clés. Si vous voulez aller un peu plus loin, ben, je vous invite à aller sur notre site www.groupe-seuil.com à événements. Vous avez aussi, on avait fait un événement il y a un an sur l'économie circulaire. Il y a notamment le ronde sur le collège Castelnau d'Estrettefond, alors qu'on était en plein projet, chantier, et puis une intervention de Elisabeth Gelot, qui est avocate chez Scovita, Scov Avocat, pardon, et qui est spécialisée notamment sur les questions de réemploi. On peut peut-être répondre à un certain nombre de questions. J'en vois une. Alors, est-ce que le choix de la réemploi génère des décalages éventuels sur les plannings? Alors nous, on n'a pas eu de décalage qui ont été générés à cause du réemploi, tout simplement puisqu'on a été vigilant sur les dates de fourniture. Donc on a pris une durée, on a demandé aux entreprises de nous informer sur la durée nécessaire au provisionnement de fournitures neuves. Et par rapport à la date de pause du planning, on a fait un rétro-planning et on dit si 8 semaines avant, si c'est la durée de fourniture neuve, la fourniture de réemploi n'est pas identifiée et commandée, alors on déclenche, on annule le réemploi, on l'abandonne et on déclenche du neuf. Donc c'est un travail de vigilance voilà, sur des lignes qui sont parfois invisibles au planning, mais ce sont les lignes d'approvisionnement, ce qui se passe juste avant que ça arrive en pied de chantier. Chani, avez-vous une surcomplémentaire de la MAF comme pour l'utilisation des conteneurs? Alors, indépendamment de l'utilisation des conteneurs, Leslie répondra. Sur ce projet-là, on n'a pas eu de surcomplémentaire. Par contre, notre assureur a été mis au courant comme quoi il s'agissait d'un projet expérimental qui sort
guillemets, des sentiers battus. Il n'y a pas eu de défaut là-dessus. On a mis en place des stratégies pour maîtriser le risque qui est pris et le suivre. Ouais, concernant la MAF a bien conscience et vraiment nous accompagne dans ces questions de réemploi et c'est dans le lot de nos marchés. Nous sommes assurés. Alors, c'est vrai que c'est toujours bien de faire remonter à la MAF les projets qui sont investis, mais on est de fait assurés. Là, je vois une question de Hélène Pierson sur le stock coût et j'ai un gros doute sur le fait qu'une entreprise stock en attendant une éventuelle commande d'opportunité. Oui, moi aussi. Mais en tout cas, les stocks dormants, ils sont. Là, je vois aussi finiront peut-être là. Et il y avait voilà, la question de Laurent dessous, que les entreprises intervenantes avec les fournisseurs ou ont-ils des stocks dormants que nous utilisons? Donc oui, ça, je voulais juste vous présenter vite fait une autre opération qu'on a réalisée qui est un éco-campus, plutôt en milieu rural ou vis-à-vis, donc on est tout en bâtiment en structure bois et on avait vis-à-vis du une énorme contrainte, on pouvait faire soit de la terre cuite, soit de l'enduit. Je ne sais pas si j'ai une deuxième, non, j'ai pas une deuxième image, mais en gros, c'est un éco-campus avec plusieurs bâtiments. Donc, tout faire en enduit allait être un projet relativement pauvre, on va dire. Et vis-à-vis de la contrainte du mur ossature bois, on devait une façade ventilée. Et on a fait ce projet dans le cadre d'une démarche NOWAT, qui n'est plus aujourd'hui en Occitanie, mais qui nous permettait d'avoir des subventions relativement importantes. Et du coup, on avait une démarche réemploi qui avait été énormément sollicitée, mobilisée par, en tout cas, les porteurs et la région pour soutenir cette démarche bas carbone. Et du coup, on s'est tourné vers le fournisseur territorial qui est à quelques kilomètres de cette opération et qui a pu nous proposer en fait des matériaux issus qui ont été déclassés en fait pour une question de coumétrie. Et on a pu mettre 50% des façades issues de stock dormant. Les autres 5%, on les a tout simplement achetés en neuf. Autre élément pour au stock, toujours pour cette même opération, c'est vis-à-vis du mobilier de ces logements, donc 80 logements étudiants, dans lequel on avait à faire un petit meuble, armoire, bureau et cuisine. Et les deux opportunités pour l'entreprise, soit elle récupérait des panneaux issus du charpentier avec des chutes et en coordination avec lui, soit elle pouvait avoir l'opportunité, dont le fait d'utiliser ses stocks. Et en fait, on a été voir dans l'entreprise, on s'est rendu compte qu'ils avaient beaucoup d'entrepôts, qu'ils en avaient 3 ou 4. On a été sur place, on a du coup euh, visité et pris en compte l'ensemble des stocks qu'ils avaient, à la fois les champs pour les mélaminer et des poignées. Et ça nous a permis de réemployer pour l'ensemble mobilier hors lit, tout en stock de réemploi, stock dormant. Je vois, il y a quelques questions et je pense que ça peut être intéressant de montrer la référence du Hall 9 juste derrière. Notamment, une des premières questions qui ont été posées, mais j'attendais ce moment-là. Les containers dont vous faisiez allusion, est-ce que c'est fourni par la maîtrise d'ouvrage, n'est-ce pas? Alors, c'est payé par la maîtrise d'ouvrage, mais c'est fourni par l'entreprise. Donc là, pour le vraiment du Hall 9, donc c'est une démarche expérimentale où on a fait un lot dédié qu'on a appelé économie circulaire, comme vous le voyez en haut à droite, et qui porte des prestations de déconstruction sélective, dépose soignées, des éléments de seconde œuvre, etc. Le sourcing, donc approvisionnement de réemploi pour les autres lots, c'est-à-dire qu'ils doivent juste amener en pied de chantier. Les autres entreprises doivent et la gestion des déchets, habituellement portée par le gros œuvre, ici est intégrée vraiment dans ce circulaire qui gère du coup, dans la pensée globale, les entrants, les sortants du chantier d'un point de circularité. Donc les conteneurs ne sont pas fournis par la maîtrise d'ouvrage sur le cas de ce hall 9.
On va bientôt arriver à la fin de cette présentation, parce qu'il faut bientôt qu'on parte. On prend encore 2-3 questions. Oui, moi je pense qu'il y en a une qui peut être intéressante, notamment sur l'entretien maintenance-remplacement. Alors, on va l'aborder, on va le découvrir finalement avec les 2 ans de suivi en phase usage qui sont inscrits hein, dans la démarche de bâtiment durable Titanie. C'est plutôt des questions dont la maîtrise d'ouvrage et le gestionnaire vont se saisir, mais on bénéficie en tout cas de leur retour. Donc, on sera capable de vous en parler peut-être dans 2 ans lors de notre commission usage. Et enfin, je pense pour peut-être ouvrir un peu le débat et expliquer en quoi cette démarche de réemploi sur ce projet-là est porteuse de champs, de pratiques. Une question de Laurent. Avez-vous un retour du maîtrise d'ouvrage du conseil départemental qu'une incorporation de cet exemple dans leur nouveau marché? Il faut savoir qu'ils sont vraiment en restructuration interne pour changer leurs prescriptions, intégrer le maximum d'éléments qui facilitent la décarbonation et le réemploi en fait partie. Et probablement qu'ils vont du coup organiser des formations en interne de tous leurs services patrimoine, gestion de projet, pour intégrer systématiquement ce type d'objectif-là. Et moi, je vais vous dire merci, puisque je vais devoir vous quitter. Je dois partir. En tout cas, je laisse Leslie conclure et bonne soirée à tous. Ce que j'aurais souhaité peut-être dans le chat, c'est nous dire voilà, si on a répondu à vos questions, si ce que vous attendiez, que c'est OK pour vous. Je vois des merci, merci beaucoup. Leslie et Fabrice, vous avez répondu impeccablement. Je tiens à vous le signaler. En plus, je sais que vous avez votre repas de Noël au sein de l'agence. Vous avez donné à voir tout votre travail. C'était fabuleux. Donc, je regarde dans le chat. Voilà. Tout le monde vous remercie. On va se quitter là. Et je vous souhaite à toutes et à tous de merveilleuses fêtes de fin d'année, bien méritées particulièrement. Et Leslie Gonçalves, forcément, un grand, grand merci. Tout comme à Fabrice, bien sûr. Avec plaisir. Merci à très belle fête de fin d'année. À À bientôt. très Oui. vite. Très belle. Oui, à très vite. À très vite. Une excellente formation.